Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mardi 9 juin 2026 et notre cher ami, le colonel Larry Wilkerson, est avec nous. Bienvenue à nouveau, Larry. Ravi d'être avec vous, Nima. Je voudrais commencer par ce qu'a dit J.D. Vance hier soir. On connaît les attaques, l'Iran, Israël qui frappe le Liban, la riposte iranienne à l'attaque israélienne. Mais avant d'en arriver là, je veux qu'on écoute ce que J.D. Vance a dit sur la situation entre les États-Unis et l'Iran. Dans quelle mesure êtes-vous inquiet de voir Israël espionner les États-Unis et agir de manière indépendante au Liban? Eh bien, écoutez, je pense qu'il est évident que les Israéliens et les États-Unis, nous avons beaucoup d'intérêts communs, mais il y a aussi des situations où nos intérêts divergent. Et je crois que le président a été très clair là-dessus. Même si Israël a évidemment ses propres objectifs, l'objectif principal des États-Unis concernant l'Iran, c'est de s'assurer que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires. Et en fait, grâce à ce qui s'est passé ces derniers mois, mais surtout depuis 1 an et demi, nous avons réussi à créer l'espace nécessaire pour que le président estime, et je pense qu'il a raison, qu'on peut parvenir à un accord durable sur le programme nucléaire iranien. Alors peut-être qu'Israël appréciera cette approche, ou peut-être pas. Mais au fond, nous pensons que c'est dans le meilleur intérêt des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi nous allons continuer à aller dans cette direction, parce que c'est pour cela que le président des États-Unis a été élu. Et c'est ce que nous devons faire pour bien servir le peuple américain. Oui, d'après vous, d'après votre compréhension, après avoir entendu ce que J.D. Vance vient de dire, et ce que Donald Trump a déclaré il y a quelques instants, à savoir que dans 2 ou 3 jours, il va conclure une sorte d'accord. Il nous a répété ça pendant très longtemps, vous vous souvenez, je dirais plus de 40 fois. Qu'en 2 ou 3 jours, on allait avoir un accord avec l'Iran. Quelle est, selon vous, la situation actuelle et la nature des échanges en cours entre les deux parties? Eh bien, J.D. Vance, c'est un peu comme un disque rayé à ce stade. Il répète sans cesse le même message, juste avec des intonations différentes à chaque fois. J'ai adoré son petit lapsus d'ailleurs. Au début de sa remarque, il dit entre Israël et moi. Puis il se corrige et dit les États-Unis. J.D., tu as une situation personnelle là-dedans? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que tu veux te présenter à la présidence et tu ferais mieux de ne rien dire qui puisse aller à l'encontre des intérêts d'Israël. Sinon, tu n'entreras jamais à la Maison-Blanche. C'est en gros ce qu'il admet lui-même. Et puis deuxième chose que je voudrais souligner, je peux me tromper, mais je crois que j'ai raison, c'est que je ne regarde pas beaucoup Fox News. Mais je suis tombé sur un article, je crois que c'était dans le New York Times ou peut-être le Wall Street Journal, qui parlait des audiences Nielsen. Vous savez, ces chiffres qui mesurent qui est le plus regardé, combien de temps, sur quelles émissions, et qui attire le plus le public américain. Le type qui parlait à J.D. Vance sur Fox News faisait partie des tout premiers, si je me souviens bien. Donc il s'adresse au groupe MAGA, et ce groupe-là, il faut le dire, domine toujours. Il domine encore. Maintenant, c'est clair que les journaux télévisés, aussi bien visuels que narratifs, ne marchent plus aussi bien qu'avant. Mais en même temps, Fox s'en sort mieux que tous les autres, et cet individu aussi. Donc il vise la personne qui parle au plus grand nombre de partisans MAGA, celle en qui ils ont le plus confiance, et il fait passer son message par elle. Et ce message, c'est toujours la même rengaine. Franchement, j'ai du mal à croire que même le plus borné des partisans MAGA, homme ou femme, jeune, vieux ou entre les deux, ne voit pas la ficelle qu'on leur sert aujourd'hui, ni qui la tire, en l'occurrence la vice-présidente. Et cette ligne, c'est toujours la même.
Je ne pense pas que cette administration, de la vice-présidente au président jusqu'au secrétaire à la guerre, va dépenser 125 millions de dollars, Nima, et sans doute plus encore, pour changer officiellement le nom au Congrès en département de la guerre. Un retour en arrière, s'il en est. Mais c'est une administration rétrograde. Ce n'est pas rendre sa grandeur à l'Amérique, c'est tuer l'Amérique. C'est ça le fond du problème. Mais tout ce qui se passe ne cache pas le fait qu'ils ont, je ne dirais pas complètement perdu la guerre, mais qu'ils n'ont jamais eu la moindre chance de la gagner. Alors quelle différence ça fait? Et ils ne vont pas la gagner maintenant. Et Bibi montre, comme à son habitude, qu'il est plus préoccupé par le fait d'éviter la prison, donc il doit absolument gagner la prochaine élection en Israël, que par le fait d'obéir à Trump, puisqu'il continue de tuer des gens à Gaza. Et au passage, il continue aussi d'en tuer au Liban. Il continue de tuer des gens à Gaza. Il continue d'en tuer en Cisjordanie, à Jérusalem-Est. Il garde un œil méfiant sur la Syrie. Et il attaque à nouveau l'Iran. Autrement dit, il ne fait rien de ce que le président des États-Unis prétend pouvoir lui imposer. Et s'il ne le fait pas, c'est parce que ses adversaires dans la prochaine élection, ceux qui pourraient bien le battre, l'accusent déjà de prêter trop d'attention au président américain. Et de plus en plus, je pense que la réputation de Trump en Israël, à cause de ses coups de fil et tout le reste, est en train de chuter aussi. Pas forcément parce qu'il aurait dit à Netanyahou d'aller se faire voir, mais parce qu'il voit le Premier ministre, Netanyahou en l'occurrence, mais à terme Naftali Bennett ou un autre, obéir en réalité aux ordres de Trump. Et ça n'est vraiment pas passé. Environ 80% des habitants juifs d'Israël soutiennent encore pleinement tout ce que Bibi a fait jusqu'à présent, et ce, dans chacun des endroits où il agit. Et d'ailleurs, à Gaza, la situation est devenue vraiment dangereuse. Dangereuse à bien des égards. Il y a des gens qui gagnent énormément d'argent, beaucoup d'Égyptiens, beaucoup d'Israéliens aussi, qui se font des fortunes en faisant payer 200 $ pour une boîte d'œufs, et encore plus pour avoir assez de gaz pour faire tourner une cuisinière pendant 10 heures. Ils exploitent au maximum les Palestiniens qui restent, les Gazaouis qui sont encore là, juste pour l'argent. Alors, et Nima, j'ai lu un article dans le Jerusalem Post. Si on en a déjà parlé, arrête-moi. Je ne connaissais pas cet homme, mais j'aurais sans doute dû. C'est un historien assez reconnu en Israël. Il a écrit un article qui s'appuyait beaucoup sur Halford Mackinder et sur sa théorie de l'État continental face à l'État maritime et inversement. Et selon lui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en réalité, 3 armes nucléaires sont, entre guillemets, réunies sur des États-Unis qui comptent small. L'une d'elles, c'est le détournement russe. Et c'est une arme incroyablement puissante parce qu'elle est géographiquement fixe, impossible à déplacer et qu'elle reste essentielle, du moins pour l'instant, tant que les oléoducs ne la rendent pas inutile, à une grande partie du commerce mondial. Donc c'est une arme nucléaire et l'Iran la contrôle. La deuxième arme nucléaire est plus, disons, elle s'inspire davantage de la théorie de Mackinder. Ce que je veux dire, c'est que la masse continentale telle qu'elle est, s'est un peu déplacée. Pas au sens où la géographie aurait bougé, mais plutôt parce que les centres de pouvoir à l'intérieur de cette géographie, en tirant parti de celle-ci, se sont élargis, un peu comme dans la théorie d'origine. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'Iran est devenu un élément majeur de l'ensemble formé par la Russie, la Chine et, je dirais, l'Asie centrale. Donc vous avez environ 67-68% du monde qui occupe aujourd'hui cette structure économique de plus en plus viable, surtout grâce aux routes terrestres plutôt qu'aux routes maritimes. Les routes maritimes restent importantes, bien sûr, mais à tout moment,
elles peuvent redevenir le théâtre d'une piraterie en haute mer, un peu comme il y a plusieurs siècles. Vous vous souvenez peut-être que la Grande-Bretagne, au départ, était très impliquée dans la traite des esclaves à travers l'Atlantique. Puis, avec un nouveau Premier ministre, un nouveau ministre des Affaires étrangères, tout a changé. Ils se sont mis à combattre la traite des esclaves avec acharnement sur les mers. À l'époque, c'était nous les plus coupables, et ils attaquaient nos navires et tout le reste. C'est vers ça qu'on se dirige dans le domaine maritime. Sur Terre, la situation est plutôt calme, et l'économie fonctionne bien, politiquement aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Et puis, il ne s'arrête pas là. Il parle de 2 armes nucléaires dont l'Iran disposerait déjà. L'une, c'est le détroit, et l'autre, cette nouvelle configuration terrestre. Mais la troisième, c'est une vraie arme nucléaire. Et il est convaincu qu'elle existe aussi. Soit elle vient du Pakistan, soit elle est déjà là, construite par les Iraniens eux-mêmes. Et il ne manque plus que la preuve de son existence. Et la raison de tout ça, quand on entre dans une définition plus précise de cette arme nucléaire, qui est, bien sûr, une véritable arme nucléaire, c'est qu'il parle de dissuasion. Il explique qu'ils doivent le faire comme Kim Jong-il a dû le faire, parce que c'était la seule façon de survivre. Et avec Israël qui possède une arme nucléaire, je reviens encore au ministre des Affaires étrangères d'Oman, Israël est le problème dans la région. Israël est le problème non seulement à cause de ses méthodes de massacre, mais aussi parce que c'est le seul État doté de l'arme nucléaire, tourné contre le reste de la région. Et cela, en quelque sorte, rééquilibrerait les choses. Donc ils n'ont pas besoin de l'utiliser. Ils n'ont même pas besoin de la tester. Le Mossad a juste besoin de savoir qu'ils l'ont. Je pense qu'ils croient qu'ils vont le tester, mais ça, on verra bien. À mon avis, il a raison sur les 3 points de son analyse. Ce qui veut dire, Nima, qu'il n'y a absolument aucun moyen pour Donald Trump de s'en sortir autrement qu'en faisant exactement ce que J.D. Vance vient de faire. Brouiller les pistes, répéter sans cesse la même chose, dire que la diplomatie fonctionne, lancer de temps en temps une frappe en représailles, voir de temps en temps un hélicoptère Apache américain s'écraser dans la région, Dieu sait pourquoi, laisser tout ça se dérouler et faire durer jusqu'aux élections de mi-mandat pour pouvoir consolider son contrôle sur les États-Unis. C'est, selon moi, la ligne de base de la politique actuelle de l'administration Trump. Laissez la situation mijoter à feu doux, aussi bas que possible. Essayez de garder Bibi Netanyahou sous contrôle. Espérez qu'il soit battu. Espérez qu'il aille en prison. Et ensuite, repartez sur une nouvelle base, si on peut dire, la même chose mais sans Bibi, en essayant de traiter avec Lapid ou Naftali Bennett ou n'importe qui prendra sa place. Mais je ne pense pas qu'ils aient une vraie stratégie. Je ne crois pas qu'ils aient autre chose qu'une tactique de temporisation. Vous voyez ce que je veux dire, comme à l'époque de Cassius Clay, quand il se laissait rebondir sans arrêt sur les cordes. C'est exactement ce que fait Trump. Et J.D. Vance joue le rôle de porte-parole dans cette histoire. Il a d'ailleurs failli tout gâcher au début, en disant que c'était sa position personnelle. Non, c'est la position des États-Unis. Larry, je peux ajouter un 4e point. Une bombe nucléaire dans la région. Ce serait la nouvelle donne au Moyen-Orient. Pour Israël, il n'y aurait plus de ligne rouge face aux actes de résistance contre lui. Je parle de l'Iran et du Yémen. What that comes out of the second one, in this guy's estimation, the new leverage Iran has because of being a part of the Mackinder landmass and having Russia and China behind it. And being connected. I saw 2 more railroads. I didn't know there were 3 railroads. There's 3 railroads. I knew about 2 of them, but there are 3 railroads that actually come through that area
and now debauch in Iran. I mean, you've seen these Chinese railroads, the freight railroads alone, they can be 150, 200 car trains. They may take 13 hours or 14 hours, 14 days, 13 days or whatever. One of them, I'm told, has had a train. I don't know how big it was, but a train actually traversed it in 25 hours. Now that would be 100 miles an hour or whatever, you know. Alors, ce serait à peu près 100 000 à l'heure ou quelque chose comme ça sur toute la distance et sans doute un train à vide. Mais on me dit que pour le grand trajet au moins, la moyenne est de 13 à 14 jours. Cela dit, c'est de la petite bière quand on parle des navires, de leurs coûts et du danger de passer par des zones comme Bab el-Mandeb ou le détroit d'Ormuz aujourd'hui. Les Houthis ont clairement fait savoir que Bab el-Mandeb est revenu à son ancien statut. Personne ne traverse s'il est ami d'Israël. Donc on parle d'une énorme pression exercée sur l'économie mondiale, une pression dont cette sorte de masse continentale à la Mackinder est en train d'être soulagée parce qu'elle n'en dépend pas. Elle en profite quand c'est possible, quand les tarifs sont favorables, mais elle n'en dépend pas. Tout passe désormais par la terre. Quand on regarde Israël et la façon dont ils mènent leurs attaques dans le sud du Liban, Larry, ils savent très bien qu'ils ont frappé un bâtiment vide à Beyrouth, dans le sud de la ville, à Dahia. Ils n'ont tué aucun membre du Hezbollah, mais ils ont touché des civils ordinaires. Au moins 2 ou 3 ont été blessés et il y aurait eu environ 5 victimes au total. Ils ne tuent pas, dans l'ensemble, des combattants du Hamas à Gaza non plus. Ils tuent des civils gazaouis, 24, 30 par jour. Ils déplacent la ligne jaune, c'est l'ancienne tactique. La ligne jaune est à un endroit le soir et le lendemain matin, elle est ailleurs. Si vous vous retrouvez de l'autre côté de la ligne jaune après qu'elle a bougé, vous êtes tué. Ils font la même chose, mais ce ne sont pas des combattants du Hamas. Ce sont des civils gazaouis. Mais c'est leur stratégie d'Armfing. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit Ben Gvir. Ben Gvir, le ministre israélien, a déclaré qu'il appelait à l'enlèvement de femmes et d'enfants libanais pour briser le moral du Hezbollah. Pour briser leur morale, il faudrait, c'est juste incroyable. Ben Gvir, c'est incroyable. Oui, vraiment incroyable. À mon avis, ce sera lui le premier sur la liste à la Cour pénale internationale quand les gens se réveilleront et feront enfin quelque chose à ce sujet un jour dans un futur lointain. Je pense vraiment que ça arrivera. Comme ça s'est passé avec Radovan Karadzic et Milošević en Serbie. Et ça s'est produit parce que les États-Unis ont mis tout leur poids derrière cette affaire. Parce que, tu es prêt pour ça, Nima? La vraie raison, c'est qu'on nous accusait de ne soutenir la Cour que quand elle s'en prenait à des Africains noirs, comme Charles Taylor. Alors on a cherché ailleurs, on a regardé autour de nous, enfin, c'était qui déjà? J'ai un trou, je n'arrive plus à retrouver son nom. Mais le grand diplomate qui était au Pakistan, comme notre émissaire, avant ça, il était dans l'ex-Yougoslavie. Dick. Je n'arrive plus à me souvenir de son nom de famille. Bref, il cherchait quelqu'un qu'il pourrait désigner pour rééquilibrer un peu la balance au tribunal, une personne blanche. Alors ils se sont tournés vers Radovan Karadzic et Milošević en Serbie, parce qu'ils faisaient la une à ce moment-là et qu'ils commettaient des choses assez brutales. L'autre camp aussi d'ailleurs, mais comme nous étions de l'autre côté, c'est eux qu'on a choisis. Et je crois que Karadzic a fini par aller devant le tribunal et qu'il est mort pendant le procès. Milošević, à peu près pareil, je crois. Il a été emmené pour comparaître et puis il est décédé. Dieu seul sait comment il est mort. Mais ça, vous savez, on recommencera ailleurs. L'Europe recommencera ailleurs. On finira par retrouver un peu de bon sens, mais il y aura d'autres raisons aussi.
comme il y en a eu avec la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, mais on traduira ces gens-là en justice. Je doute que quelqu'un comme Netanyahou le soit un jour. Je pense que Netanyahou fera comme Sharon. Sharon a quitté le pouvoir et il est mort. Et l'une des raisons de sa mort, c'est qu'il souffrait, je crois, d'une forme de cancer assez virulente. Mais il est aussi mort de façon, disons, commode. Et je pense que Netanyahou mourra lui aussi de façon commode. Peut-être même Madame Netanyahou. Et je serai le premier à me tenir sur leur tombe et à applaudir. Nous avons deux dirigeants, le président des États-Unis et Benjamin Netanyahou. Quand ils ont lancé la guerre, leurs objectifs se recoupaient en partie parce qu'ils voulaient faire quelque chose en Iran. Ils pensaient à un changement de régime ou à une autre idée qu'ils avaient en tête. Ils étaient déterminés. Ils pensaient tous les deux qu'ils allaient renverser le régime en Iran et transformer le pays au mieux en une sorte de Bantoustan, morcelé en petits territoires. Vous voyez, un peu kurde par ici, un peu azéri par là, un peu de ceci, un peu de cela, éparpillés partout. Je parie même qu'en Israël, certains imaginaient un petit enclave juive avec, 50 000 citoyens juifs environ. Eh bien, j'ai une nouvelle pour eux. Les Iraniens se seraient battus bec et ongle. Mais ça ne s'est pas produit. Non, ça ne s'est pas produit. C'était le conseil, la prédiction, la vision du Mossad et de Bibi Netanyahou sur l'issue de cette guerre qu'ils ont présenté à Donald Trump. Et Donald Trump y a cru complètement, sans la moindre réserve. Oui, et quand on regarde où ils en sont aujourd'hui, on voit encore deux dirigeants qui envisagent l'avenir de manière totalement différente. Parce que Donald Trump, comme cela a été mentionné, selon un article d'Axios, un responsable américain a déclaré à Axios que la poursuite de la guerre est essentielle pour Israël, pour Benjamin Netanyahou, parce qu'il veut rester en vie politiquement en Israël. Et probablement rester en vie, tout simplement. Parce que quand on va en prison, on ne survit pas très longtemps en Israël. Je ne dis pas que quelqu'un vous élimine, mais disons que les anciens premiers ministres en prison ne tiennent pas longtemps. Et de l'autre côté, on voit Donald Trump. Pour rester politiquement en vie, il doit sortir du Moyen-Orient, il doit agir, faire quelque chose à ce sujet. Et en ce moment, les deux, leurs agendas, ceux de Benjamin Netanyahou et de Donald Trump, sont complètement différents. Et la situation devient de plus en plus désespérée au fil du temps. Trump a deux camps contre lui sur ce sujet. Le premier agit un peu dans l'ombre, mais ça va devenir plus visible avec le temps. Ce camp-là, c'est bien sûr l'opposition en Israël à ce qu'il demande à Netanyahou de faire. Et Netanyahou, évidemment, ne réagit pas très bien à ça. Et puis de l'autre côté, il y a des gens comme Tom Cotton et d'autres membres du Congrès qui s'opposent farouchement à l'idée que Trump dise quoi que ce soit à Netanyahou. Donc, il se retrouve avec ce groupe difficile à gérer au sein du Parti républicain. Et je soupçonne que si on faisait les comptes pour plusieurs raisons, dont entre autres l'influence de l'AIPAC, eh bien ce camp-là pèserait lourd. Il y a plus de responsables qu'on ne le pense qui sont totalement opposés et qui vont tout faire pour qu'au Sénat comme à la Chambre, ce nouvel accord avec Israël soit effectivement adopté dans le cadre du NDAA, au bénéfice d'Israël autant que des États-Unis. Donc, il doit composer avec ça. Et je ne suis pas certain qu'il soit prêt à le faire d'une manière qui n'entraînerait pas une fracture au sein du Parti républicain. Ensuite, il doit aussi composer avec Israël. Ce n'est donc pas une situation facile pour lui. Les Américains, eux, se retrouvent un peu pris au milieu parce que la majorité d'entre eux, tous âges confondus, surtout ceux de moins de 65 ans, ne soutiennent pas cette guerre où ils sont même farouchement opposés.
or are vehement opponents of this war. So you've got all this cacophony of Donc, political on a tout ce vacarme de forces politiques que Trump a réveillé avec cette guerre absurde, des tensions qui étaient déjà là, latentes, dans sa manière de traiter avec le pays depuis le début. Et maintenant, elles montrent tout leur vrai visage, un peu partout. On va voir, je pense, des projets de loi pour protéger Israël, à la fois à la Chambre et au Sénat, qui vont rendre ce qu'on voit avec la loi sur la défense nationale presque insignifiant à côté. Parce que ces hommes et ces femmes vont se précipiter pour faire tout ce qu'ils peuvent sur le plan législatif afin d'enfermer Israël dans une sorte de forteresse imprenable avant que quoi que ce soit ne change. Je ne crois pas qu'il soit très sûr que le coup de Trump, pour ceux du Congrès qui en ont connaissance ou qui y participent, soit vraiment sous contrôle. Beaucoup d'entre eux, je pense, iraient simplement dans ce sens, un peu comme le Sénat romain l'a fait, quand Octave est revenu triomphant après ces guerres. Le Sénat romain est devenu, vous savez, une simple chambre d'enregistrement. Je pense que le nôtre ferait pareil. Mais la bataille va être vraiment féroce pour comprendre où tout cela nous mène, et ensuite, où le peuple américain ira, une fois qu'il sera convaincu que son gouvernement l'a abandonné. C'est bien plus grave pour nous. Je ne parle pas du reste du monde. C'est bien plus grave pour nous que Donald Trump ne le pense, que le Congrès des États-Unis ne le pense, que la Cour suprême ne le pense, que n'importe quel pouvoir gouvernemental ne le pense. C'est bien plus grave pour nous. Et ça va devenir encore plus profond, encore plus sérieux, à mesure que le temps passe, en approchant des élections, et même après. Et il n'y a pas d'issue. Peu importe combien de fois ils répètent, Vance, Trump ou encore Rubio et les autres, qu'on est en train de gagner, les Américains vont finir par comprendre de plus en plus clairement qu'on ne gagne pas. Plus ils affirment qu'ils sont à deux doigts d'une victoire diplomatique, plus les Américains vont se rendre compte qu'ils mentent effrontément. Tout ça ne peut pas bien se terminer. Pas pour nous. Et je n'ai même pas encore parlé de l'Ukraine. Si on part du principe, Larry, que la grande stratégie d'Israël, c'est le grand Israël, admettons que ce soit le cas, et à mon avis c'est bien ça. Si l'objectif ultime d'Israël, c'est le grand Israël, alors où en est Israël aujourd'hui par rapport à la situation avant le début de cette guerre? Assiégé. Assiégé sur plusieurs fronts, sans en contrôler totalement aucun. Assiégé sur la scène internationale encore plus que dans ces guerres, parce que la scène internationale se retourne contre eux à 60-70%. Même les Européens commencent enfin à parler sérieusement de sanctions contre les colons de Cisjordanie et d'autres mesures de ce genre. Et je pense qu'il est en danger de mort, clairement en danger de mort en tant qu'enclave juive au Levant, ce qu'ils ont fait devenir leur unique raison d'être, qu'ils sont prêts à défendre avec des armes nucléaires. Et je ne crois pas que le monde accepte cela, pas du tout. Je pense que ce rejet va grandir, s'approfondir. On va voir une mise à l'écart de l'État d'Israël tel qu'il existe aujourd'hui, de plus en plus concrète, à mesure que le temps passe et que les gens utilisent la diplomatie et d'autres moyens pour traiter avec cet État paria. Et je ne vois aucun avenir pour un État juif au Levant. Point final. Ils ont tracé une ligne jaune dans le sud du Liban, parce qu'ils veulent... Enfin, ça change tous les jours. Je ne sais même pas ce que cette ligne jaune est censée représenter. Juste avant qu'on commence ce direct, comme on en parlait tout à l'heure, le Hezbollah a infiltré le nord d'Israël. Il est censé y avoir une sorte de zone tampon, une zone de sécurité pour Israël. Mais en réalité, il n'y a pas de zone, et personne ne la respecterait. Peut-être que le Hezbollah finira par imposer lui-même une zone tampon dans le nord d'Israël. Ils devraient retourner les cartes contre les Israéliens. Oui,
faire exactement la même chose. On trace une ligne verte, tu la franchis et on te tue. Ah, la ligne verte vient de bouger. C'est ce qu'Israël fait avec sa ligne jaune à Gaza. Ils la tracent au sol, ils disent « Ne franchissez pas cette ligne jaune ». Et puis pendant la nuit, ils déplacent la ligne jaune. Le lendemain matin, des Palestiniens se réveillent de l'autre côté. Ils les tuent. Et ils disent que c'est parfaitement juste, parfaitement prouvé. Ils étaient de l'autre côté de la ligne jaune. Oui, mais vous avez déplacé la ligne pendant la nuit sans nous prévenir. Très bien que le Hezbollah leur rende l'appareil. Mais je ne pense pas que le Hezbollah ait besoin de ça. S'ils arrivent à s'infiltrer un peu dans le nord, au point que la situation devienne intenable pour Bibi, et qu'il soit obligé d'y envoyer des troupes pour les protéger, plutôt que de rester dans l'offensive, ce serait catastrophique pour Israël. Et ça casserait son élan au Liban, ce qui est sans doute exactement ce que le Hezbollah cherche à faire, au moins le ralentir, sinon l'arrêter complètement. Parce qu'il manque de soldats, Nima. Ils n'ont plus assez de monde à mobiliser, ils n'ont plus assez de gens à rappeler, et même les rappels qu'ils ont lancés ne sont pas entièrement suivis. Donc oui, ils ont des problèmes, beaucoup de problèmes. Je pense que, pour les gens qui s'inquiètent à propos d'Israël, la base, enfin, le point de départ de leur compréhension, c'est la question palestinienne. Ce qu'Israël a fait en Cisjordanie, ce qu'Israël a fait jusqu'à présent à Gaza. Ils parlent de 70% de Gaza. Ils parlent de toute la Cisjordanie annexée à Israël. Et le fait qu'ils en parlent, ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, mais au moins, ils parlent bien d'une prise de contrôle. Et on sait que ce sont les colons en Cisjordanie qui ont pris les terres. Il n'y a plus vraiment de Cisjordanie. Regardez ces petits points sur la carte. Pour moi, ça, ce n'est pas la Palestine. Et c'est bien là le problème pour Israël, je pense, comme conséquence de cette guerre. Les actes de résistance n'ont plus de ligne rouge. Par exemple, avec la dernière attaque contre Beyrouth et la réaction immédiate de l'Iran, on voit bien que l'équilibre est en train de changer. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. Ils ne peuvent pas garder cette attitude. Et les États-Unis, eux aussi, ont leurs limites quand il s'agit du Moyen-Orient. Ils n'ont plus ces grandes et magnifiques bases dont Donald Trump se vantait avant le début de cette guerre. Voilà le problème. Et selon vous, où vont-ils s'installer s'ils essayent de soutenir Israël dans la région? Pour l'instant, de très grandes questions. C'est vrai. Et en ce moment, les Israéliens se plaignent parce qu'on leur prend toute la place sur leurs propres aires de stationnement, dans leurs propres aéroports. Nos avions occupent tout l'espace disponible, simplement parce qu'on n'a nulle part ailleurs où les mettre. Peut-être qu'on pourrait en placer quelques-uns en Jordanie, peut-être quelques-uns en Irak, mais j'en doute, parce que l'Irak, Bagdad surtout, nous voit de plus en plus comme le vrai problème. En réalité, ils l'ont toujours pensé, ils ne le disaient juste pas. Mais oui, on va tous devoir s'installer en Israël tôt ou tard pour pouvoir continuer ces guerres. Et là, on va se retrouver les uns sur les autres. Il n'y a pas assez de place sur les aires de stationnement, pas assez d'espace pour la maintenance, pas assez d'aéroports, de voies de circulation, de pistes et tout le reste. Mais c'est bien ce qu'on finit par faire, et Dieu nous en garde, c'est sans doute ce qu'on mérite, être tous entassés les uns contre les autres quand l'Iran nous portera le coup de grâce. Et c'est une question que je me pose, Nima, parce qu'au fond, le défenseur aujourd'hui, avec la viabilité et la force stratégique des Palestiniens, aussi éprouvé soit-il, surtout à Gaza et en Cisjordanie, c'est l'Iran. Ensuite, les Houthis, mais surtout l'Iran. L'Iran, désormais soutenu, si la théorie est juste, et je pense qu'elle l'est, par la Chine et la Russie dans une certaine mesure. La Chine de manière importante, la Russie autant qu'elle le peut, sans détourner son attention de l'Ukraine,
mais tout de même redoutable. Alors quand vont-ils annoncer la même politique face à la persécution et au meurtre brutal des Gazaouis à Gaza, comme ils le font maintenant pour les Libanais au Liban, soi-disant au nom du Hezbollah, partie prenante de l'axe de la résistance. Mais quand on y réfléchit, si on veut donner du crédit à nos propres affirmations, le Hamas fait aussi partie de l'axe de la résistance. Et ce serait intéressant, non, si l'Iran décidait soudainement d'assumer tout le rôle de défense des Palestiniens. Que feraient alors les Saoudiens? Que feraient les Égyptiens? Et les Jordaniens, ces collaborateurs qu'ils sont, que feraient-ils? Que feraient tous ces États censés être les défenseurs, la première ligne pour les Palestiniens, si l'Iran chiite devenait le défenseur des Palestiniens, le seul à fournir un véritable effort et peut-être même à obtenir des résultats? Ça changerait encore une autre dynamique de ce conflit, je pense. Peut-être l'équivalent d'une quatrième arme nucléaire, vu son impact. Combien de temps, selon vous, il faudrait pour que le monde change d'avis, qu'il passe d'une position neutre, c'est la meilleure façon de le dire, même si cette position évolue assez vite, concernant Israël et son attitude brutale en Cisjordanie et surtout à Gaza, et qu'il en vienne à éprouver de la sympathie pour l'Iran. Si l'Iran devenait le seul défenseur des Palestiniens, une sorte de chevalier errant pour eux, j'ai du mal à imaginer qu'ils n'y pensent pas déjà, à étendre réellement leur manteau de protection. Ils l'ont déjà fait sur le plan verbal, mais je parle d'une protection réelle, concrète, pour les Palestiniens de Gaza. Et qu'ils finissent par dire à Israël, la prochaine fois que vous tuez un autre Palestinien de l'autre côté de votre ligne jaune, attendez-vous à voir tomber 6 ou 7 roquettes sur Tel Aviv. Je pense qu'avec les négociations en cours, aujourd'hui, j'ai parlé avec le professeur Miranda, il semble que l'Iran prenne vraiment au sérieux la question de Gaza et de la Palestine. Ils échangent, avec l'administration Trump, des messages dans les deux sens. Ils disent que cela va concerner le Liban, Gaza et la Palestine ensemble. Ce ne sera pas seulement l'Iran. Bien. Ils ne vont pas reculer. Et ce n'est pas seulement à cause de... Parce que le chef du Conseil des experts en Iran a annoncé hier que c'est tout l'axe de la résistance, mentionné au Liban et en Palestine, qui va être défendu. Je pense que l'idée générale, c'est que s'ils peuvent obtenir quelque chose des États-Unis, ils le feront. Mais ce ne sera pas un accord, rien qui ressemble à un accord. Ce serait plutôt quelque chose comme ce que Donald Trump avait obtenu des Houthis, des Yéménites. Vous ne nous tirez pas dessus, on n'est pas là, on a gagné la guerre, on a tout détruit, on a fait le changement de régime en Iran, et ensuite on quitte la région. Et là, Israël reste face à l'axe de la résistance. Jusqu'où peuvent-ils aller contre cet axe? Je pense que ce sont des questions énormes. Beaucoup diront qu'Israël est en train d'écraser, de détruire des pays. Mais détruire des bâtiments, ça ne veut pas dire qu'on prend la terre. Oui. Vous savez, ce qui me plairait le plus, ce serait que Tom Cotton, Lindsey Graham et tous ces merveilleux sénateurs qui pensent qu'Israël est la tasse de thé du monde fassent simplement leurs valises et s'installent là-bas. Qu'ils réunissent le Sénat des États-Unis en Israël comme il se doit et qu'ils nous laissent tranquilles ici, dans les États-Unis continentaux. Qu'ils prennent tout ça, qu'ils le déplacent là-bas et qu'ils gouvernent dans le pays qui les gouverne. Qu'ils nous laissent à notre sort, peu importe. C'est bien de ça qu'on parle. On parle du pouvoir législatif de ce pays, dans son ensemble, dans sa majorité, complètement captivé par une puissance étrangère, au point qu'il devrait carrément aller siéger à Tel Aviv. Combinez-les, tout simplement. Ne faisons pas ce petit arrangement où on met juste le 224 dans les NDAA. Faisons-en ce que ça devrait être.
Bougez-vous et allez à Tel Aviv, rejoignez le meurtrier Bibi Netanyahou dans ce groupe-là. Aidez à gouverner Israël. Quittez ce pays. Partez d'ici. Bien sûr, ça n'arrivera jamais, mais c'est bien de ça qu'on parle au fond quand on évoque le traumatisme qui frappe ce pays à cause de ce conflit et qui va le frapper encore plus durement à l'approche des élections de mi-mandat. Et le peuple américain, je crois, essaye vraiment de changer ça, mais en est empêché, essentiellement par Trump. La question, c'est la suivante. Si les États-Unis restent dans la région comme ils le font en ce moment, ils y sont là maintenant, quel serait le résultat pour Israël? Je parle de l'attaque iranienne contre Israël. Quelques missiles seulement ont atteint Israël, et ils ont touché leur cible d'ailleurs. Je n'invente rien. Attendez, je vais montrer la photo, les images satellites qui le prouvent. Voilà, ici, l'image satellite qui montre le missile iranien. Vous savez, il y a de la censure en Israël. Mais sur cette image, on voit clairement l'impact précis sur un hangar de la base aérienne de Ramat David, la base de Ramat David, frappée par des missiles iraniens il y a 2 jours, Larry. Et voilà où on en est aujourd'hui. Alors, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour Israël? Combien de temps ça va encore prendre? Si certaines des photos que j'ai vues, et ce ne sont pas de vieilles photos, elles datent de moins de 4 jours. Si les photos que j'ai vues montrent que tout l'espace sur les pistes, les aires de stationnement, même les zones nouvellement aménagées à côté des rampes capables de supporter le poids d'un F-35, si tout ça est déjà occupé, à la fois par les Israéliens et par les Américains. S'il n'y a plus 1 mètre carré de libre dans les aéroports israéliens, c'est un petit pays, après tout très petit quoi, la taille du New Jersey. Alors, combien de temps avant que les missiles iraniens commencent à frapper le matériel américain, les avions américains, les installations américaines en Israël? Je ne pense pas que ça prenne très longtemps. On entre là dans une nouvelle dimension parce que je ne crois pas que les Iraniens aient peur de le faire. Si la bête s'assoit avec la petite bête, alors elle prend le risque. Et ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver facilement maintenant. Parce que nous sommes tellement regroupés, tellement proches les uns des autres, dans des endroits stratégiques. C'était une image intéressante d'ailleurs. C'était un hangar. Oui, C'était à Ben Gurion ou c'était où exactement? non, c'était à la base aérienne de Ramat David. D'accord, la base aérienne de Ramat David. Oui. Oui, on m'a dit que celui-là déborde carrément d'avions. Parce qu'au fond, soyons honnêtes, on n'a nulle part ailleurs pour les mettre. Vous avez vu les images de l'aéroport Ben Gurion, tous ces avions à l'air libre. Si quelque chose se passe, ils peuvent tous être touchés. C'est le prochain coup, je pense, si l'Iran veut vraiment le porter. C'est un peu comme la situation en Ukraine. Si Poutine veut frapper des positions de l'OTAN en Lituanie, ou dans l'un des pays qu'il serait, à mon avis, le plus enclin à viser en premier, s'il décidait d'attaquer un pays de l'OTAN, il n'a qu'à tirer. Il sait où sont les cibles, et il sait qui s'y trouve. Des Britanniques, des Américains, probablement d'autres aussi. Il sait exactement où ils sont. Donc, on regarde 2 situations similaires, dans des contextes très différents, mais au fond, on parle de points de déclenchement possibles pour une guerre beaucoup plus vaste. Je ne sais pas ce qui se passerait si l'Iran commençait vraiment à infliger des dégâts aux États-Unis, dans ce sens-là, disons, en abattant 20 ou 30 avions en quelques frappes. Je ne sais pas ce qu'on ferait, parce que je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose. À part dire que le cessez-le-feu a été rompu, et tu vois, frapper quelques cibles le long de la côte iranienne, peut-être larguer encore quelques bombes, en plus de celles qu'on a déjà larguées. Appeler les Israéliens pour qu'ils en larguent quelques-unes de plus. Et ça servirait à quoi? À rien.
sauf peut-être à tuer des civils innocents, probablement même. Mais ça ne changerait rien à la détermination de l'Iran à rester ferme, à tenir bon et à infliger encore des dégâts aux États-Unis après ça. On est juste dans une logique de représailles, œil pour œil, et les coups venant de l'Iran risquent d'être bien pires que ceux des États-Unis, et d'Israël d'ailleurs. Je veux dire, ce dernier bombardement d'Israël, d'après ce qu'on m'a dit, c'était presque une farce. Ce qui est assez étrange dans cette guerre, dans ces attaques entre Israël et l'Iran, c'est que pendant les combats, on a appris que l'Arabie saoudite était touchée par une sorte de missile. Au tout début, on a dit que c'était l'Iran. Puis l'Iran a répondu « C'est pas nous. Pourquoi on ferait ça ?» Ensuite, on a parlé du Yémen. Mais non, ce n'était pas le Yémen non plus. Le Yémen a même demandé « Qui fait ça à l'Arabie saoudite ?» Et Israël, à chaque fois qu'il veut agir dans la région, frappe la Syrie, l'Arabie saoudite. Enfin, il touche un peu d'autres pays autour. Eh bien, ils sont doués pour les opérations sous faux drapeaux. Très doués même. Les assassinats et les faux drapeaux, ça devrait être le deuxième prénom de chaque soldat, marin, aviateur ou marine israélien. Les faux drapeaux et les assassinats, surtout pour le Mossad. Ils sont en tête, je pense. Ils sont les meilleurs au monde en matière d'assassinat. Quel est le sens, finalement, de ce système de défense aérienne en Arabie saoudite? Ils achètent, ils ont déjà acheté énormément d'armes, et ils continuent d'en acheter en ce moment. Donald Trump, lui, se vante d'un nouvel accord entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Mais au bout du compte, si vous ne pouvez pas en utiliser une seule, et qu'en plus, ils n'ont même pas publié le moindre communiqué, qui les a attaqués? Qui vous a attaqué? On n'a rien entendu de leur part. Et c'est bien là le problème principal. Est-ce que ces gens savent vraiment utiliser ces armes dans leur pays? Le système de défense aérienne, je ne sais pas. Les radars qu'ils possèdent eux-mêmes, je ne parle pas des États-Unis, mais on n'a vu aucune véritable capacité dans les pays du Golfe. Eh bien, il y en a, oui. Je ne connais pas les frappes dont vous parlez, je les ai manquées. Mais il y a en ce moment des drones dans la région qui sont, je dirais pour l'instant, impossibles à défendre. Peu importe le système de missiles que vous avez, ces drones vont vous tuer. Et les Iraniens possèdent certains de ces drones. En fait, les Iraniens en sont les créateurs d'origine. Si je me souviens bien, la filière remonte de l'Ukraine au marché général, puis à l'Iran. L'Iran qui a fait de la rétro-ingénierie et mis au point une nouvelle méthode d'utilisation de ces drones. Ils sont relativement bon marché, autour de 35 à 40 000 $ pièce, et pourtant ils causent plus de dégâts qu'un missile Hellfire ou qu'un Tomahawk. Et pour le moment, en tout cas, ils sont pratiquement impossibles à intercepter à cause de la technologie qu'ils utilisent. On ne peut pas interférer avec le drone lui-même. On ne peut pas non plus interférer avec le mécanisme, quel qu'il soit, qui contrôle son vol. Et il est assez intelligent pour s'approcher de sa cible, détecter s'il y a quelque chose de dangereux sur sa trajectoire et changer de direction pour arriver par un autre angle. C'est un drone vraiment sophistiqué et en plus peu coûteux. C'est peut-être ce qui est utilisé en ce moment. Peut-être même dans une opération sous faux drapeau menée par Israël, parce que, d'après ce que j'ai compris, ils en ont récupéré un et l'ont rétro-conçu. Mais en même temps, je reconnais que ça devient tellement complexe que je suis plus sûr de ce que je dis. Les Iraniens ont fabriqué celui qu'ils ont rétro-conçu. Et c'est très difficile à faire sans que ça nuise à sa propre utilisation. En d'autres termes, le drone ne va pas fonctionner comme vous pensez qu'il va fonctionner, parce qu'ils y ont fait quelque chose.
Et maintenant, on est dans ce jeu-là. On est dans un jeu où les innovations tactiques sur le champ de bataille apparaissent presque tous les jours. À chaque fois, il y a quelque chose de nouveau et on ne sait pas ce que ça va donner quand cette nouvelle technique est utilisée parce qu'on ne l'a jamais vue avant ou parce qu'elle fait quelque chose qu'on pensait impossible, que ce soit de la fibre optique, un contrôle manuel ou autre chose. Alors je ne sais pas, je parle un peu au hasard là, mais ce que je sais, c'est que l'innovation sur le champ de bataille, à la fois en Ukraine et maintenant en Asie du Sud-Ouest, surtout du côté iranien, atteint sans doute le plus haut niveau d'innovation militaire depuis très longtemps. Et les Iraniens montrent vraiment de quoi ils sont capables dans ce domaine. Ça ne veut pas dire que c'était une attaque iranienne. Je n'insinue pas ça. Mais je soupçonne que le coupable le plus probable serait Israël dans le cadre d'une attaque sous faux drapeau. Il n'y a aucune raison pour que l'Iran attaque l'Arabie saoudite. Israël est en train d'attaquer le Liban. Ça essaie de brain bouillir les clientes. Ils ont fait ça, Larry. Tu te souviens, quand la guerre contre l'Iran a commencé, l'attaque américano-israélienne contre l'Iran, ils ont commencé à frapper certains points en Turquie, en Azerbaïdjan, dans toute la région. Ils ont essayé de manipuler les frontières de l'Iran parce qu'ils voulaient que ces groupes terroristes, provoquent une forme de chaos aux frontières iraniennes. Ensuite, ces groupes terroristes se sont engagés dans le plan qu'ils avaient, avec les armes qu'ils avaient reçues de Donald Trump. Tout était prêt, et ils avaient 2 bases israéliennes en Irak qui préparaient et fournissaient tout. Ça me rappelle la baie des cochons. Vous vous souvenez de la baie des cochons? Tout a été lancé et tout a échoué. Ils étaient tellement préparés, Larry. Tellement préparés. Donald Trump l'a dit, pendant 22 ans, on s'est préparé pour ce moment. Ce n'était pas seulement l'Iran qui se préparait à ça. C'était aussi Israël, la façon dont Israël se préparait. Depuis plus de 20 ans, Israël planifiait cette guerre. Et on peut parier que le briefing dont le New York Times a parlé, celui où Bibi aurait soi-disant convaincu Trump de lancer cette guerre, eh bien on peut parier que Bibi lui a tout présenté en grande pompe. Du genre, regardez, voilà la préparation magnifique qu'on a faite. Vous ne comprenez pas, ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus et 10 ans qu'on y met toute notre énergie. On a des agents partout, des agents provocateurs à tous les niveaux. On a des gens derrière chaque citoyen iranien et ils se soulèveront parce qu'on les fera se lever. C'est ce genre de briefing, je pense, que Bibi a donné à Trump. Et il y a cru. Trump a tout gobé et tout est parti en vrille avant même que l'opération soit vraiment lancée. Même si Donald Trump affirme que les États-Unis sont indépendants du pétrole, on sait bien que le marché pétrolier reste essentiel pour son administration et pour l'économie américaine. Et voilà la question que beaucoup de gens se posent. Si la guerre éclate, avec tout ce chaos, avec le blocus du détroit d'Ormuz, le blocus américain, le blocus iranien, toute cette complexité dans la région, et d'ailleurs aussi en mer Rouge, pourquoi le prix du pétrole ne grimpe-t-il pas à, disons, 120 ou 130 $? Et voici ce que dit Robert Kagan et comment il comprend l'évolution du prix du pétrole. Si vous deviez acheter un baril de pétrole aujourd'hui, il vous en coûterait environ 150 ou 140 $, parce que c'est le vrai prix du pétrole. Les prix qu'on regarde, ce sont en fait les contrats à terme sur le pétrole. Et je vais vous dire une chose dans laquelle Donald Trump a été un vrai génie. Il mérite un A+ pour ça. C'est pour manipuler le marché et les attentes du marché. Voir les prix des contrats à terme monter et descendre,
selon que Donald Trump dit qu'il va y avoir un accord ou pas. C'est assez amusant. Parce que Donald Trump a refait le coup du ballon de football entre Lucy et Charlie Brown à peu près 7 fois maintenant. Et le marché tombe dans le panneau à chaque fois. Donc ces prix ne reflètent pas la réalité. Et maintenant, on voit même des dirigeants de grandes entreprises comme Exxon avertir que les niveaux de stocks mondiaux de pétrole, ceux qui permettaient jusque-là de maintenir l'offre, sont en train de s'épuiser. Il y avait beaucoup de pétrole disponible dans le système. Et bien sûr, il y avait aussi les réserves stratégiques de plusieurs pays, y compris celles des États-Unis, qui ont été largement entamées. Je crois que celles du Japon sont au plus bas jamais enregistrées. Les experts de l'énergie préviennent qu'on va atteindre d'ici 2 ou 3 semaines un point où les stocks seront vraiment à sec. Et c'est à ce moment-là qu'ils s'attendent à des chocs sur les prix du pétrole. Certains parlent de $150 le baril, d'autres de 200. Dans tous les cas, on parle clairement de prix de l'essence aux États-Unis qui pourrait atteindre $6 le gallon. C'est, à mon avis, la principale raison pour laquelle Donald Trump subit une pression énorme. Oui, j'ai aussi parlé avec des gens du secteur pétrolier et ils disent à peu près la même chose que Kagan. Il faut juste attendre. Leur explication, c'est que tout le pétrole qui circulait avant que le détroit ne devienne un sujet de débat, eh bien, il a disparu, il a été déchargé, il n'est plus sur l'océan, il est dans des stocks où qu'il soit et il est en train d'être consommé. Et il n'y a plus de pétrole pour le remplacer. En plus, comme il le soulignait, le prix et l'écart de prix ont été manipulés de façon très habile par Donald Trump et par d'autres autour de lui pour faire des fortunes sur les marchés financiers. Et quand tout ça cessera d'être opaque, quand ce sera clair, autrement dit, quand ça s'effondrera, là on aura des révélations et plus aucune confiance. Et on va avoir, je pense qu'il a raison avec ses prévisions plus élevées, parce que je me souviens de l'opération qu'on avait menée à Pékin en 2009, quand le baril de West Texas et de Brent était monté à $200-250. Et là, on parle de pétrole brut retiré du marché, pas de contrat à terme. Et ça va poser un vrai problème, parce qu'aux États-Unis, par exemple, comme il l'a dit, on pourrait atteindre 6, peut-être $7 le gallon. Et en Europe, Dieu seul sait combien ce sera, 18, 20, $25. Mais là-bas, il faut tenir compte du prix au litre. Donc il faut intégrer ce facteur. Et ce sera un vrai choc, encore plus pour les Américains, parce qu'ils ne s'y attendent pas. Ils se sont à peu près habitués, en râlant et en se plaignant, à payer $4,50, $5 le gallon. Mais quand le prix monte à $6, voire au-delà de 7, là ils vont commencer à faire attention, vraiment attention, parce que ça va leur faire très mal. Et là-dessus, il a raison. Kagan a aussi raison à propos des réserves. On les a vidées. Trump a vidé les nôtres. Elles sont extrêmement basses. Les Japonais aussi sont au plus bas. Même le pays qui s'en sortait plutôt bien en matière de réserves de pétrole, mais je ne pense pas qu'il s'en inquiète tant qu'il a ses oléoducs venant de Russie. C'est la Chine. Je n'ai pas vérifié récemment la situation de Taïwan, mais je m'attends à ce qu'elle ne soit pas très bonne. Et Taïwan pourrait bien finir par aller mendier auprès de la Chine, la casquette à la main. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini tant que la grosse dame n'a pas chanté, et la grosse dame n'est même pas encore sortie de la loge. Si vous voyez à quoi je fais allusion, même si c'est une image un peu bancale, vous vous souvenez de Don Meredith et des Cowboys? Ce n'est pas fini tant que la grosse dame n'a pas chanté. Larry, je pense que la vision d'ensemble que tu viens d'évoquer est vraiment essentielle. Et je ne sais pas à quel point c'est perçu comme important par les décideurs de l'administration Trump, ou même aux États-Unis, quand le moment viendra.
À mon avis, ils se sont simplement piégés eux-mêmes dans une guerre en Ukraine. Les États-Unis sont toujours coincés en Ukraine. Ils n'ont pas de solution pour l'Ukraine. Yes, They don't very much. have a solution in Ukraine. And the money's still pouring in. And the CIA assistance is still pouring in. We're still doing what we were doing before, as is the EU for the most part. And you still have EU leaders in Brussels talking about, oh, we're almost there. We're almost there. Putin's about to crack. The second trap is the Middle East. Le deuxième piège, c'est le Moyen-Orient. Et des deux côtés, les deux lobbies, le lobby ukrainien et le lobby israélien, sont extrêmement puissants à Washington. Ils ont beaucoup d'influence. They have a lot of leverage. And that's why Ils ont un député, ou peut-être deux, les Vindman. C'est un ou deux? Je crois que c'est un seul. Il me semble que l'autre a perdu, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, ils sont là et il y en a beaucoup d'autres derrière eux. we know that On sait que dans l'ensemble, c'est le Parti démocrate qui le soutient. Yes, he's supporting totally. Biden lives. Oui, Biden lives. Biden est bien là. Biden est vivant. Il a même réussi à faire parler les gens de ce nouveau type comme étant à la Obama. C'est qui déjà? Ossoff, John Ossoff, je crois. Oui, à la Obama. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh grand Dieu, surtout pas ça. On n'a pas besoin d'un autre Obama. Ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un d'assez courageux pour diriger son parti politique dans l'esprit d'un Roosevelt, comme lui l'a fait à son époque. Et quelqu'un d'assez intelligent pour s'entourer, comme Roosevelt l'a fait, de personnes très compétentes pour gérer les programmes qui devaient l'être. Par exemple, la première femme secrétaire au travail de notre histoire, Frances Perkins, qui a autant contribué au New Deal que le président lui-même. C'est exactement ce qu'il nous faut. Quelqu'un prêt à affronter l'establishment et à le vaincre, ou au moins à le faire reculer. Et dans ce cas précis, l'establishment a une aile droite qu'on appelle Israël. Je ne parle pas ici de droite ou de gauche au sens politique habituel, mais d'une partie entière de cet establishment qu'on appelle Israël. Il faut que quelqu'un arrive avec du cran, du courage, de l'intelligence et l'énergie politique d'un Roosevelt pour remettre ce navire à flot. Sinon, il va couler. Et je ne vois personne à l'horizon. Personne. Personne qui donne l'impression d'en être capable. Alors où va-t-on? Il y a un précédent historique à ça. On coule. Down the tubes. Larry, I know that it's not fair. Larry, je sais bien que c'est pas très juste de poser cette question. Elle vient, tu vois, d'un besoin de spéculer. Oui, clairement, il faut spéculer là-dessus. Mais Israël, ce serait quoi? Qu'est-ce que deviendrait Israël au moment où Netanyahou déciderait de se retirer? The moment Netanyahu decides to step down. Worse. I think worse. Pire. I think you'd have Oui, je pense que ce serait pire. who would defy On aurait des dirigeants prêts à défier les États-Unis, en sachant très bien qu'ils pourraient le faire sans en subir les conséquences, et qu'ils utiliseraient tout le poids d'Israël pour éliminer les cibles qu'ils peuvent encore atteindre, principalement à Gaza. Et ça déclencherait exactement ce dont vous parliez tout à l'heure, l'engagement total de l'Iran pour défendre tout ça, pour défendre les Gazaouis, les Palestiniens, et l'idée même d'un État palestinien. Les pays arabes seraient alors poussés à se rallier de plus en plus à l'Iran, je pense. Peut-être pas militairement, mais au moins sur le plan idéologique et diplomatique. Et à terme, ils finiraient par l'emporter. And eventually they would triumph. And what would that leave Israel? It would Et qu'est-ce que cela laisserait à Israël? Il aurait deux options. go down, Soit se battre jusqu'au bout et brûler en enfer, soit élire une direction capable de se transformer. Je ne vois pas ces gens-là pour l'instant, mais une direction qui transformerait Israël en un véritable État démocratique, ouvert à tous. Revenir par exemple aux résolutions de l'ONU sur le droit au retour et d'autres questions de ce type, et construire un État qu'on appellerait Israël-Palestine, ou Palestine-Israël, ou encore ce projet que mène Joseph Avassar.
Ils s'y préparent déjà. Ils collectent de l'argent en ce moment pour organiser les élections afin d'élire une structure fédérale au-dessus de ce qui pourrait être à ce moment-là l'autorité palestinienne ou toute autre forme qu'ils décideraient de créer. Et le Hamas et Israël, dans la configuration actuelle, laisseraient cette structure fédérale absorber peu à peu les structures inférieures. L'idée, c'est qu'elle passe d'une entité fédérale limitée aux questions constitutionnelles. Elle aurait, par exemple, une constitution, ce qui serait une première dans l'histoire de l'État israélien, ou quel que soit le nom qu'on donne à cette configuration, à une forme qui évoluerait progressivement vers une solution à un seul État, ouverte à tous, et vers une véritable démocratie, autant qu'on puisse parler de véritable démocratie dans le monde d'aujourd'hui. C'est la seule solution que je vois pour Israël, celle qui lui permettrait de rester dans la région tout en offrant un refuge à peu près sûr pour beaucoup de Juifs israéliens. Mais ce serait aussi un refuge relativement sûr pour bien d'autres, comme les chrétiens, les Arabes palestiniens, les Arabes en général, et tous ceux qui voudraient y vivre. Il faudrait qu'Israël s'engage dans cette voie, qu'il se gouverne ainsi, s'il veut durer et exister. Sinon, à mon avis, il court à sa perte. Peut-être que je ne vivrai pas assez longtemps pour le voir, mais quand ce jour viendra, passez sur ma tombe et dites-moi, « Larry, c'est arrivé. » Je pense que si on regarde l'histoire de l'Empire britannique, tous les projets qu'il a lancés s'effondrent les uns après les autres. C'est bien ça, non? Israël serait le dernier projet britannique à s'effondrer. Et le projet de l'Amérique alors? Bon, d'accord, ils l'ont abandonné, ils ont essayé 2 fois de le reprendre, ils ont échoué, et ils l'ont de nouveau laissé tomber. Mais c'est leur projet. À bien des égards, c'est vraiment leur projet. Et lui aussi, il est sur le point d'échouer. Les Britanniques, eux, n'ont pas laissé un grand héritage. Contrairement à certains historiens, Niall Ferguson par exemple, enfin peu importe comment il le dit, il était venu au département d'État pour faire un exposé, une fois. Je me souviens, j'étais assis au fond de la salle et je me disais, mon gars, tu es vraiment le grand défenseur de l'Empire britannique. Il a écrit un livre, ou plusieurs d'ailleurs, sur ce sujet, pour expliquer que oui, l'Empire britannique a pu se salir les mains dans des endroits comme la Crimée, l'Afrique du Sud et ailleurs. Mais qu'au fond, dans l'ensemble, c'était une force positive dans le monde. Et lui, il insistait. Globalement, c'était une force pour le bien. Et moi, au fond de la salle, je me disais, raconte-moi encore cette histoire. Mais bon, c'est un apologiste de l'Empire britannique. Moi, je pense que cet empire a causé des dégâts irréparables partout sur la planète. En gros, tout ce qu'on voit aujourd'hui au Moyen-Orient, toute cette mort, toute cette destruction, c'est le résultat de leur empire. Regardez ces frontières tracées par les Anglais ou par les Français. La Syrie en particulier, dans un accord avec les Britanniques. Qui étaient Sykes et Picot? Ce sont eux qui ont dessiné. Sykes-Picot. Who were Sykes-Picot? They designed the region. Larry, imagine un peu s'ils arrivaient à faire quelque chose en Iran pour diviser le pays en provinces. Ce serait la fin. Ce projet serait le plus réussi de tous. Ce serait la paix de notre temps. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Oui, exactement. Merci. Merci beaucoup, Larry. Just one final question for you. Une toute dernière question pour vous. Allez-y. Si cela devait vraiment arriver, selon vous, où irait Israël ensuite? Oui, le grand hégémon régional par excellence. Je le pense aussi. Ah, Riyad? Oui. Ah, Amman? Oui. Ah, Bagdad? Oui. Rétablir nos droits dans la capitale historique, Bagdad, jusqu'à traverser la mer Rouge, en Afrique, jusqu'à Ankara? Oui. Les rêves les plus fous des sionistes, des vrais sionistes. The wildest dreams of the Zionists, the true Zionists.
Peut-être que les vrais sionistes, en fait, c'étaient les fondateurs de l'Empire britannique. Where's your dear Bruce? Tu pourrais bien quelque chose. Merci. Merci Larry d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Prends soin de toi. Prends soin de toi. On se voit vendredi. On Friday, yeah.